Salut Flo, tu m'entends bien? Ouais, t'es impeccable. Nickel. Nickel. Il y avait peut-être quelque chose, tu voulais me briefer sur quelque chose, tu as besoin que je prenne la parole à un moment donné? Écoute, il est possible que j'ai des coupures Internet comme ce matin. Ok. Si tu vois que je disparais, je parle plus, tu peux prendre Ouais, je reprends le truc, quoi. la main. Pareil pour les questions, on peut alterner. Ok. Tu dis, bah, à chacun son tour relève une question, que ce soit peut-être plus dynamique. Ouais. Voilà, et puis t'hésites pas à intervenir si tu as besoin pour préciser quelque Ok, chose. nickel. Ouais. Sans problème. Ok. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à tous donc sur ce live. Il n'a pas encore commencé. On commencera d'ici quelques petites minutes. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on va parler de Fusion 360. Je vous propose déjà de commencer un peu à échanger avant le début du live. Est-ce que vous êtes tous utilisateurs de Fusion? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Pour l'instant, l'intervention n'a pas commencé, donc vous êtes les bienvenus. Salut tout le monde. Bonjour Benjamin, ça va? Comment ça se passe sur Paris? Très bien, très très bien. Il fait beau, le ciel est bleu. Bah alors tu vas nous parler de quoi, Xavier, aujourd'hui? Pas grand-chose pour le moment. Attends. On te laisse encore un peu de temps de préparation. Ben non, c'est juste que. Ah, mais c'est. Ouais, d'accord. Si je regarde les noms créés par moi, je risque pas de trouver ma présentation. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, pour l'instant, on est en train de tous de discuter en mode café. Donc, si vous n'avez pas encore fait couler votre café, n'hésitez pas. On commencera le live d'ici quelques minutes. Alors, je suis accompagné aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, hein, c'est bien que j'ai du renfort. J'ai avec moi notre invité, bien sûr, et j'ai aussi Loïc Navarro de Bonjour à Lyon. tous. Bonjour. De Lyon, bien entendu. Eh oui, de Lyon. Il n'y a pas que des Lyonnais, hein. Je vois Benjamin aussi qui est sur Paris. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Allez, c'est vrai, il y a encore du monde qui arrive. On va encore attendre un petit peu avant le début du live. Benjamin, du coup, de Paris. Donc, pour t'informer, ce live est aussi en direct sur YouTube. Je sais que tu as une grosse communauté de YouTubeurs. Donc, si tu veux partager aussi le lien, n'hésite pas. Super, tu me donnes 2 minutes, je vais faire ça tout de suite. Bonjour à tous. Hello, Bonjour. hello. Parfait, Arnaud. Je vois il y a des personnes qui débutent sur Fusion. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus aguerries. Donc, aujourd'hui, on va parler de rendu 3D. Très bien, il y a déjà des questions. C'est parfait. On a le formateur qui a développé ce module sous la main. Donc, on pourra lui poser les questions. Je garde ta question bien au chaud, pas de souci.
Est-ce que vous êtes tous à la maison? Certains ont repris peut-être l'activité. Bonjour Sabrina. Ah, notre formateur s'en va. C'est pas vrai. J'espère que c'est pour un café. Hein, Il n'a pas pris son café. Toujours à la maison. D'accord. Je pense que tout le monde est attentif aux annonces qui vont se faire dans les prochains jours. Alors, Xavier, on me pose souvent une question. Quelle recommandation tu fais pour quelle recommandation de PC ou de Mac tu as? C'est-à-dire, il faut quel type de processeur, quel type de carte graphique? Un minimum, je te parle un minimum, pour utiliser Fusion. Alors, Fusion est un logiciel qui, contrairement à beaucoup d'autres logiciels de 3D, peut se faire sur des petits appareils. Heureusement que tu me parles de Mac, parce que Fusion marche sur Mac, même si, pour rappel, lorsqu'on fait de la grosse 3D, le Mac ne sera jamais l'idéal. En tout cas, pas pour le moment. Faut peut-être attendre un peu. Normalement, ils doivent sortir des ordinateurs qui vont mieux gérer la 3D dans les prochaines années. Mais pour le moment, c'est pas la meilleure configuration. Néanmoins, on peut tout à fait faire de la 3D Fusion 360 sur Mac. Il y a un ou deux logiciels comme C4D qui existent ou Maya aussi sur Mac. Après, en termes de configuration, je dirais qu'à partir du moment où vous avez, on va dire, à peu près 8 Go de RAM, une carte graphique, actuellement, si je regarde un peu les ordinateurs qui tournent, c'est souvent encore les plus bas de gamme sur les GTX 900. Bon, on n'en trouve même plus beaucoup de ça, de 1060 plutôt. Parce qu'on ne trouve même plus les gammes 900. C'est 4 à 8 Go de RAM pour la carte vidéo. Il vaut mieux quand même 8 Go de RAM, autrement on va être assez vite restreint, mais ça fonctionne sur 4 pour des petites pièces, pour pas des trop gros rendus ou des gros calculs. Il vaut mieux 8 Go de RAM, il vaut mieux une carte graphique au moins 1060, même si on peut descendre un peu en dessous, il n'y a pas de problème. Si on trouve des ordinateurs encore avec des cartes graphiques autour de la GTX 960, ça marche très bien dessus. Hein. Le problème, c'est que ces ordinateurs, on en trouve beaucoup moins maintenant. Mais du coup, sur des configurations d'ordinateurs autour de 700 à 900 €, on peut déjà avoir des configurations qui marchent avec Fusion 360. Ça n'ira pas sur d'autres logiciels, par contre. Et si on touche un peu aux mèches, ça piquera un peu. Merci, merci Xavier. Voilà. C'est bien la petite question bonus du jour. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous sur ce live classroom. Nous allons commencer aujourd'hui. Je suis accompagné de Xavier Rosso, instructeur Autodesk, donc pour parler de Fusion 360. J'ai avec moi une bonne partie de l'équipe F3DF, Benjamin de Paris, Loïc de Lyon, et aujourd'hui, nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure. Et pendant ce live, on va répondre à une question qui a été posée plusieurs fois lors des précédents lives. Vous nous avez demandé si on pouvait aborder l'aspect rendu 3D dans Fusion 360. Et bien, votre demande a été entendue et on a demandé à Xavier de pouvoir rentrer dans un cas d'application. Pour certains, ce cas d'application est connu puisqu'on a repris la création de la Google Home Mini qu'on retrouve dans le e-learning F3DF. Donc certains sont, je sais, en train de le suivre, d'autres peut-être en entendent pour la première fois parler. Eh bien, nous allons être ensemble. J'ai demandé à Xavier de prendre entre 20 à 25 minutes, voire déborder un petit peu plus s'il faut, pour pouvoir mettre en place ce workshop. Je vous propose de démarrer vos logiciels Fusion 360 pour être en direct et essayer de réaliser en même temps les manipulations, ou en tout cas de vous mettre sur votre logiciel pour suivre au mieux. Et on gardera un temps important pour vos questions.
Donc, préparez, faites chauffer la zone de chat. Vous pourrez aussi ouvrir vos micros à ce moment-là. Ça sera avec grand plaisir. Xavier attend beaucoup de questions sur ce module, donc allez-y. Je vous rappelle que ce live est en direct. Il est également diffusé sur YouTube. Vous pouvez partager, il est ouvert à tous. Et nous sommes dans la 6e semaine de live. Et oui, ça dure. Et c'est un plaisir pour nous, en tout cas, d'être avec vous tous les jours à 14 h pour ces lives. Et nous vous avons concocté un programme assez sympa cette semaine, puisqu'il va être dédié pour l'industrie à Fusion 360. On a eu d'autres questions qui ont été posées. On y répondra, notamment sur le rétro-engineering. Donc voilà, restez connectés, regardez les messages sur votre collection e-learning, mais aussi sur les réseaux sociaux. On pourra continuer à parler de Fusion 360. Xavier, je te propose de reprendre la parole pour rappeler qui tu es, Xavier. Xavier, tu es un modeleur 3D. Ça fait, je ne dis pas les années parce que ça ne nous rajeunit pas, depuis combien de temps tu travailles sur la 3D. Tu es certifié sur 3ds Max, tu travailles sur beaucoup de solutions logicielles et tu as adopté Fusion 360 depuis déjà quelques années. Et tu as passé tous les échelons de certification chez Autodesk pour pouvoir exceller dans ton domaine. Et je te propose, sans plus tarder, d'attaquer sur le rendu 3D avec Fusion 360. Merci Florian. Alors déjà, je ne vais pas partager mon écran. Comme ça sera plus pratique. Alors aujourd'hui, le rendu sur Fusion 360. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Sa particularité, c'est que c'est un petit outil assez pratique, très bien fait, et qui pourra parler autant aux débutants qu'aux experts de la 3D sur d'autres logiciels, par exemple, puisqu'en fait, vous allez pouvoir marcher avec des matériaux et des environnements un peu préfaits, bien qu'il y a quand même toujours un peu de réglage. Mais pour les experts, vous pourrez aller un peu plus loin en travaillant chaque matériel de façon un peu poussée à l'aide de maps. Alors, avant de commencer complètement, je vais juste parler de 2-3 notions. Là, je viens de parler par exemple de map. Qu'est-ce qu'on appelle une map? C'est qu'un matériel, il est fait de plusieurs réglages qui vont être sa couleur diffuse, son relief, sa transparence, comment les lumières impactent. Et pour régler ces éléments, où on met des valeurs par couleur, par exemple, où on peut mettre ce qu'on appelle des maps, c'est-à-dire des images qui vont ou lui donner de la couleur ou des intensités. Par exemple, on va parler de 2 choses dans les maps, je veux dire, c'est les normal maps et les 8 maps. Les normal maps, c'est ce que vous voyez ici en violet chromique, on va dire. Il donne des informations pour le relief et pour ce qu'on appelle le displace sur l'orientation en fait de votre volume. Si je prends un élément comme celui-ci, en fait, chaque couleur représente l'orientation de ce qu'on appelle une normale. Une normale, c'est un vecteur qui passe par une face et qui lui donne sa position et son orientation. Et donc ici, chaque couleur va lui donner une valeur différente d'orientation et d'élévation. Ce qui va pouvoir, sur une surface complètement plate, créer un faux rendu de relief. Un peu comme vous voyez ici, le mur qui est plat, et si on augmente la normal map, on le voit bien en relief. Il y a une autre map qui est un peu assimilée sur la même chose, qui est les 8 maps. Les 8 maps, c'est ces maps en nuances de gris, souvent utilisées d'ailleurs pour des terrains, par exemple, mais qu'on peut utiliser aussi dans les reliefs et dans plein d'autres réglages, puisqu'en fait, le principe de ces 8 maps, c'est que les noirs refusent l'action pendant que le blanc l'accepte. Par exemple, si on prenait le bump, le noir, ce sont les creux et les blancs, ce sont, on va dire, les sommets. Puis, il y a les variations suivant les nuances de gris. Ces 8 maps, on peut les utiliser aussi dans les lumières, dans les transparences, un peu de la même façon, puisque dans les lumières, par exemple,
tout ce qui est blanc va vraiment accepter une lumière pleine, pendant que les noirs vont avoir des lumières plus réduites, ce qui fait qu'on peut moduler les impacts de la lumière sur notre objet suivant notre texture. Alors, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. C'est pas toujours évident d'avoir les normal maps et les height maps qui vont bien. Pour cela, vous avez un petit outil sur Internet qui s'appelle Normal Map Online, où vous pouvez mettre dans la première case votre image en couleur et il va vous fournir les normal maps, les displacements, donc c'est ce qu'on a appelé les height maps, les ambient occlusions ou les spéculaires, quand je vous disais que les height maps servaient pour les impacts lumineux. Donc cet outil est très pratique lorsqu'on n'a qu'une image couleur. Donc voilà ce que c'est qu'une height map, une normal map ou une map. C'est donc des images qui vont composer notre matériel. Sous Fusion, comment ça se traduit? Eh bien, ça va se traduire sous la possibilité de création et de modification de matériaux, de la mise en place ensuite d'environnement et de lumière, la possibilité d'apposition de logos ou d'images rapides sur notre objet, et enfin un rendu. Alors pour cela, je vous ai préparé ma Google Home ici présente avec une ou deux textures déjà posées. Pour une simple raison, c'est qu'on va en créer une et on va en modifier une. Alors pour commencer, on va modifier celle qui est déjà posée ici, qui est une image, qui est un matériel, excusez-moi, présent et que j'ai pris directement ici dans Apparence, dans les Xavier, dossiers. Oui. on voit pas le logiciel Fusion. Ah, il s'est passé. Alors je vais repartager. On va voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le partage? Si je fais ça, est-ce que vous le voyez? C'est mieux, impeccable. Ah, j'avais dû prendre que Internet, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris donc sur le dessus de ma Google Home un tissu. Directement dans le bouton Apparence ici, vous allez faire apparaître cette fenêtre où vous pouvez trouver déjà des dossiers de matériaux préfaits. Alors, il y en a un certain nombre. Vous avez du tissu, du verre, du cuir et des vêtements, des liquides, des métaux, etc. Vous en avez vraiment beaucoup. Et par exemple, ici, j'ai dû aller dans Laser and Close, je pense. Hop, Close. Et j'ai pris, alors non, c'est dans Fabric que je l'ai pris. C'est Fabric Gray. Et je suis venu le poser sur mon objet en maintenant le clic gauche et en le glissant dessus. Alors, je vais déjà mettre un premier attention. Parce qu'en fait, si je fais ça, actuellement, il va me le mettre intégralement sur tout mon objet. Ici, tout en haut, vous avez appuyé tout qui dit Body Component ou Face. Donc, en fait, si vous êtes en Body Component, celui-ci étant un seul body, il me mettrait le fabrique sur l'intégralité. Pour éviter ça, je clique sur Face et je viens poser mon matériel là où je le souhaite, sur les faces qui m'intéressent. Ensuite, le problème, c'est que dès que vous allez avoir des objets un peu complexes, autres que cubes, cylindres ou sphères, votre texture risque de ne pas s'appliquer correctement. Vous le voyez ici au centre de ma Google Home, ma texture est très étirée. Ceci est dû à ce qu'on appelle les UV maps. En fait, en 3D, lorsqu'on parle de texture, il faut savoir que les textures s'appliquent par rapport à des UV maps.
Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran avec les sphères et les cubes? Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est bon, ça a switché correctement. Alors là, vous avez un exemple d'UVMap qu'on connaît par rapport à des posters ou quand on a été enfant, on a voulu faire des dés. Et en fait, pour faire un dé en carton, on découpait une forme de T comme ceci et on repliait comme sur la deuxième image. En fait, à l'époque, on faisait déjà du dépliage UV. On mettait une image à plat en volume. Par exemple, ici, juste au-dessus, au niveau de la Terre, vous avez le dépliage qu'il faudrait faire au niveau de notre modélisation pour avoir une application du matériel Terre correcte sur une sphère. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que justement, dans mon cas, en fait, ce qui crée ces déformations, ce sont les UVMap. Et vous avez, dans Fusion, un moyen de les contrôler. Alors, ce n'est pas un moyen très complexe comme dans d'autres logiciels où on peut tout déplier, mais on peut quand même agir un minimum. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir sur Texture Map Control, cliquer sur mon objet, et j'ai ici, dans ma boîte de dialogue, des propositions de projection. Par défaut, il est souvent en automatique, ce qui fait assez souvent un bon dépliage. Mais si on voit une déformation, il faut changer. Alors, si on a une texture qui n'est pas très détaillée, on peut très bien changer l'apparence d'affichage pour passer en ce qu'on appelle les UV Diagnostic Texture, qui nous fait comme la position d'un papier millimétré. Et ainsi, on voit les déformations qui s'effectuent ici en mon centre par rapport aux côtés. Une fois que j'ai ça, je peux venir sur les projections type pour changer le type de projection par rapport à des formes simples. Est-ce que mon objet se rapproche d'un plan, d'une boîte, d'une sphère ou d'un cylindre? Par exemple, ici, la Google Home, on ne va pas aller chercher midi à 14 heures. Sa forme se prête quand même plus à une sphère. Donc, je vais aller venir chercher ma sphère en type de projection. Je peux ensuite déplacer éventuellement, choisir l'axe pour voir lequel est le mieux en termes de dépliage. Vous voyez ici le premier axe que j'ai pris qui est le X, ça me fait quand même un dépliage globalement correct, un peu de partout. Alors vous n'aurez jamais des dépliages nickel, mais il faut se rapprocher. Alors il faut savoir que même quand vous avez pris un axe comme ici, pour rappel, j'ai cliqué sur la flèche et j'ai cliqué sur un de mes axes. Là, j'ai pris l'axe X. Vous pouvez en plus déplacer un peu l'UV pour qu'il soit plus harmonieux sur l'ensemble de votre objet. Par exemple, si je l'avais laissé en haut, j'aurais eu des déformations sur le côté. Donc, en le descendant, je réduis les déformations qu'il y a au niveau latéral. Si je reviens sur mon apparence, on peut voir que le tissu est beaucoup moins déformé qu'au préalable. Donc voilà, déjà le premier point, c'est ces contrôles de texture du VMap qu'il faut faire si votre texture s'applique de façon déformée, étirée. Si vous avez fait toutes vos UV de texture correctement, alors par exemple sur cet objet, si je faisais sur mon support ici, on voit que j'ai pris un cylindrical. Alors on le voit moins avec la texture que j'avais créée qu'avec ici l'UV Diagnostic Texture, mais il y a une sorte de régularité que l'automatique et le box ne me donnaient pas. Le problème de l'automatique dans ce cas-là, en fait, c'est qu'il me crée des découpes dans ma texture et des orientations différentes. Alors, je vais essayer de vous le montrer ici. Mais en fait, si je mets ma texture, vous verriez que mes traits ici seraient horizontaux alors qu'ici seraient verticaux. Or,
pour donner une impression 3D, moi, je voulais tous qui soient horizontaux. D'où le fait d'avoir choisi plutôt un cylindrique. Alors ensuite, pour les matériaux, comme je vous disais, on rentre dans l'apparence. À noter quand même qu'il faut bien distinguer l'apparence des matériaux physiques. Dans Fusion, vous avez des matériaux physiques qui agissent lors des simulations, lors de l'usinage, lors de plusieurs choses. Il faut complètement le différencier de l'apparence. On pourrait très bien donner à cet objet des propriétés physiques proches du métal, alors que son apparence nous démontrerait que c'est du tissu. Ce sont deux choses complètement différentes. Ici, on est bien sur l'apparence. Et dans l'apparence, la première chose, c'est de venir voir donc, dans notre liste si on a des matériaux qui nous conviennent et au besoin les modifier. Alors, il faut savoir que dans votre liste ici, vous avez certains matériaux qui ont une petite flèche à droite. Ce ne sont pas des éléments payants. C'est juste qu'il faut cliquer dessus pour les télécharger. C'est juste une question d'allègement de Fusion au moment du premier téléchargement. Donc, ils n'ont pas tout mis ensemble. Alors, par exemple, si je prends mon support et que je vais faire un réglage, un matériel un peu comme s'il avait été imprimé en 3D, noir. Qu'est-ce que j'irai prendre? D'abord, j'irai dans mes dossiers prendre du plastique. Dans le plastique, j'ai plusieurs plastiques proposés, opaque, PEEK, Real Cyan, nylon, acétal ou ABS. Personnellement, j'ai donc pris ABS et je viens le poser donc sur mon support. À ce moment-là, il apparaît dans la fenêtre du haut ici et je peux double-cliquer dessus pour rentrer dans les réglages. Vous avez les réglages, on va dire, simplifiés, où on peut déjà régler la couleur, où on peut régler aussi ce qu'on appelle le roughness, c'est un peu du grain, ce qui va casser en fait la netteté des réflexions. Ça va aussi permettre à ce que la lumière se diffuse plus sur le matériel, c'est-à-dire n'impacte pas qu'à un petit endroit, mais se répartit un peu plus uniformément. Vous avez la réflectance qui est en fait la réflexion. Donc, par exemple, un objet complètement brillant, miroir, c'est un roughness à 0. Et une réflectance au maximum, à 0,08 pour le coup. Et on voit du coup qu'il y a une réflexion ici. Si je veux un objet mat, on va être plutôt à l'inverse, c'est-à-dire le roughness au maximum et la réflectance au minimum. Alors après, vous avez certains réglages propres aux matériaux. Vous pourriez avoir la transparence du verre si c'était un verre. Ici, comme l'ABS, c'est ce qu'on appelle de la translucence. Si, en anglais, de la translucence. Voilà, c'est un peu dur à dire en français. Translucence en français. C'est-à-dire le fait qu'un matériel laisse passer de la lumière à travers lui sans être transparent. Par exemple, nous en avons sur la main ou sur notre corps. Partout, nous n'avons pas de cartilage entre les doigts, les oreilles. Elle laisse passer de la lumière sans dire d'être transparent. Ici, l'ABS a un réglage de translucence, du coup, que l'on peut modifier. Donc déjà, juste avec la couleur et ces réglages-là, on peut arriver à certains niveaux de matériaux. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut cliquer sur Advanced pour régler les matériaux de façon assez poussée. Par exemple, je peux très bien changer la couleur en cliquant ici sur la petite flèche par une image. Alors pour le coup, pour le moment, je vais mettre une image qui est une normal map, hop, voilà, qui est une répétition de lignes blanches, violettes et chromatiques.
à ce moment-là, j'ai la possibilité, pardon, excusez-moi, j'ai la possibilité de régler l'image en cliquant dessus seulement, pas en double-cliquant. Et dans l'image, je vais pouvoir régler la lumière de cette image. La lier aux transformations de l'objet. La déplacer éventuellement si elle n'est pas bien positionnée, c'est-à-dire que si je modifie ici l'offset en X, elle va se déplacer sur l'axe X, ici sur l'axe Y. Si je voulais avoir des lignes verticaux et pas horizontaux, je pourrais très bien aussi appliquer une rotation. Donc vous voyez que ça change directement dans l'image ici, mais sur votre objet. Donc là, je vais le laisser droit. Je peux aussi changer la taille, c'est-à-dire le nombre de fois où il va se répéter dû au fait qu'il est en mode répétition. D'ailleurs, ça, vous pouvez le voir juste en dessous. Si je change le taille pour none, vous voyez qu'il y a des zones qui restent noires, puisqu'en fait, l'image n'est pas répétée sur tout l'objet, mais que dans un espace. Du coup, il y a des zones qui ne sont pas impactées par cette image. C'est pour ça qu'on est très souvent en tile. Et vu qu'on est en tile, ce qui veut dire répétition, si on change la valeur, eh ben en fait, on va changer la taille directement ici. Par exemple, si mes traits étaient trop gros, ben je peux passer à 50 mm et j'aurai des traits de plus en plus petits. Donc tout ça, c'est dans l'image ici. Ensuite, on retrouve, comme dans les réglages, on va dire, simplifiés, la réflexion et le roughness, donc le grain, pour passer du mat au brillant. Je retrouve ensuite les réglages de la transluance, c'est-à-dire la profondeur auquel il va laisser passer la lumière, ou encore la couleur que ça va prendre. Si on prend de la peau, c'est plutôt une grande profondeur, puisqu'on pourrait aller jusqu'à 4 mm sur de la peau, mais avec une couleur qui tendrait vers le rouge, orangé. Ici, à vrai dire, je suis sur du noir, et je ne vais pas vouloir une grande transluance, donc je vais réduire le def, et ici, je pourrais très bien passer sur un gris. Voilà, un gris un peu foncé. Alors moi, pour ce matériel, en fait, je vais revenir sur la couleur noire. Voilà. Et ce que je voulais lui rajouter, c'est du grain, du relief, pour lui faire croire qu'il y a bien eu impression 3D, donc toutes ces strates. Pour ça, je vais aller dans relief, je vais cocher relief, aller chercher l'image qui m'intéresse, qui est ma répétition. Je vais faire ouvrir. Et on peut déjà voir qu'il y a un certain nombre de répétitions. Alors le problème, c'est qu'on voit qu'il y a une petite coupure ici. C'est dû à la taille que j'ai à ce niveau-là. Je vais plutôt l'augmenter, surtout sur l'axe, normalement ici, des X. Donc je vais casser mon lien qui garde les proportions et je vais lui demander de se mettre à 100. Voire un peu plus même, 200. Voilà. Si vous regardez la mise à l'échelle, contrairement à d'autres réglages comme la transluance ou la couleur, j'ai un troisième réglage qui est la def, la profondeur. En fait, ça, c'est la force que va avoir ici mon relief. Quelle épaisseur, on va dire, va avoir mon relief. Donc, si je veux le voir, je peux augmenter l'intensité en augmentant les millimètres. Donc là, je vais lui mettre, on va tester un 200.
et je vais faire Done pour que ce soit bien pris en compte. À ce moment-là, je peux revenir sur ma réflexion. Je voudrais qu'il n'ait que moyennement de la réflexion. On va le passer ici à 0,4. Le ROFNEF, on va le passer à 0,5 pour avoir quand même une diffusion de la lumière. Et j'ai créé ici une texture. Je fais OK. Cette texture, on la retrouve donc dans mon In This Design. Il faut savoir que quand je clique dessus, je peux la renommer. Je vais donc l'appeler support noir. Et si j'en ai besoin éventuellement dans d'autres projets, je peux très bien, avec un clic droit, l'enregistrer dans mes apparences ou dans mes favoris. Ce qui fera que je les retrouverai dans d'autres scènes et je pourrai les utiliser comme matériaux. Ça, c'est très pratique si on veut travailler plusieurs matériaux en avance qu'on utilise fréquemment et ne pas avoir à les régler à chaque fois. Donc là, je vais la mettre dans Copy to My Apparence. Ensuite, pour la table et la partie grise ici, je ne me suis pas trop embêté. J'ai surtout trouvé le type de matériel que j'avais besoin. Par exemple, pour la table, je suis allé dans Wood. J'ai pris un mahogany où j'ai réglé l'échelle, ce qui règle ici les nervures. Donc, j'étais autour de 41. J'ai changé la rotation puisqu'au départ, il était dans ce sens. Or, je le voulais dans la longueur. Voilà. J'ai ensuite mis de la réflexion au maximum et augmenté un peu de grain de ROFNEF afin de casser les réflexions. Alors, en fait, sur ce bois, j'ai fait une chose de plus. Je suis rentré dans l'Advance. Ici, on retrouve d'ailleurs les maps de couleurs et de grains qui correspondent aux nervures de la couleur. Mais c'est surtout que je suis rentré dans le relief pour augmenter ici l'intensité du relief en augmentant le def. Alors des fois, n'hésitez pas à aller un peu loin pour voir quel effet cela va donner, puis revenez un peu en dessous pour avoir la vraie valeur. Ici, on voit qu'à 10, ce serait vraiment trop fort, alors que peut-être qu'à 5 mm, on serait plutôt bien, voire même 2 pour le coup. Voilà, là on est bien. Alors la petite chose à savoir, c'est que tous ces réglages, déjà il vaut mieux les confirmer à chaque fois avec Done et OK, sous peine de les perdre. Mais en plus, on peut visualiser en même temps qu'on les fait grâce à cette petite partie qui s'appelle In-Canva Render, qu'on pourrait appeler les rendus progressifs, c'est-à-dire qu'en fait, si je clique sur Play, en bas à droite, j'ai une petite barre de temps qui va apparaître. On peut déplacer, on pourrait appeler ça la cible, le but à atteindre, qui est cette petite flèche. Là, il est sur excellent, je pourrais l'envoyer jusqu'à final. Et en fait, il va se rendre progressivement jusqu'à arriver à ce final. Mais en fait, ce rendu, il est très avantageux parce qu'en fait, il va se relancer dès que je vais faire un changement dans ma fenêtre de travail, ou d'orientation, ou de matériel. Par exemple, ici, j'ai réglé les matériaux. Maintenant, il faudrait que je règle les lumières et l'environnement. Tout ceci se passe dans le Scene Setting. Alors, dans le Scene Setting, vous avez d'abord les réglages de lumière et d'environnement, puis de sol, et enfin de caméra. Alors, avant de s'attaquer vraiment à ces réglages, il faut savoir que votre lumière est gérée par un environnement, par ce qu'on appelle des HDRI la plupart du temps. Ce sont donc des grosses images en point HDRI dans lesquelles il y a beaucoup d'informations de luminosité.
Alors, à savoir que ces HDRI, vous en trouvez très facilement sur Internet en tapant sous Google HDRI. Et vous allez avoir déjà un premier, pas GDRI, mais HDRI, qui est HDRI Even, où vous avez déjà dans la partie HDRI beaucoup d'HDRI gratuits. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon projet, puisqu'en fait, vous avez dans votre environnement des HDRI déjà donnés. C'est ce type d'HDRI qui sont des HDRI de studio, c'est-à-dire qu'il y a un fond neutre gris avec des impacts lumineux blancs, mais vous pouvez le changer avec des HDRI d'extérieur. Par exemple, le plus courant qu'on utilise, c'est le Plaza. Là, on va avoir des impacts de couleurs dues à l'environnement. Le bleu pour le ciel, le blanc va gérer la lumière et les pavés vont se refléter par-dessous. Sauf que vous pouvez voir qu'on a quand même un nombre limité et pas toujours idéaux, parce que le snowfield fait quand même une lumière très plate. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour ce projet? Ben, en fait, je suis allé sur HDRI Even, j'ai trouvé en indoor des textures d'intérieur. J'ai pris une texture d'appartement, un peu de ce style-là. Il doit être un peu plus bas. Ça doit être celui-là ou celui-là. D'ailleurs, c'est celui-ci que j'ai pris. Je l'ai téléchargé. Alors, il faut savoir que plus votre résolution sera grande, moins vous verrez de pixels, plus votre image sera nette. Donc, évitez les 1K, c'est pas assez gros. Les 2K, c'est un peu limité. Moi, je préfère partir sur du K ou 8K pour les textures d'environnement. Attention, que d'environnement, pas les textures de matériel. Donc, j'ai pris une 8K et en venant ici dans Attache Custom Environnement, j'ai cliqué sur le dossier pour aller chercher dans mon ordinateur mon HDRI que l'on retrouve ici. Ensuite, si vous voulez la mettre dans votre scène, vous avez juste à glisser dans votre scène et elle sera prise en compte. Une fois que vous avez mis la bonne HDRI, en fait, vous allez revenir dans Settings pour faire varier l'intensité de la lumière. Et vous voyez que mon rendu se relance à chaque fois. Alors, je vais le couper pour le moment, ça fait quand même plus travailler l'ordinateur. Donc, on a d'abord le réglage de la lumière. Attention, cette intensité est directement due à l'intensité de votre image. Donc, elle sera complètement différente suivant l'environnement que vous choisissez. Vous avez aussi dans Background la possibilité de choisir le Solid Color ou l'environnement, c'est-à-dire l'image que vous avez prise en environnement. Alors, en termes généraux, ce n'est pas totalement synchronisé. Il vaut mieux cocher les éléments ici de Flatten Ground pour que le tout bouge en même temps. Parce qu'en fait, dès que vous activez le Flatten Ground, cet objet est attaché un minimum au sol. Alors, une fois que vous avez pris l'environnement, il faut savoir que vous allez pouvoir rentrer dans Position pour régler deux choses. C'est la rotation, l'orientation de votre environnement et aussi, du coup, les impacts lumineux. Parce que si vous regardez, mes ombres changent au niveau de mon sol, puisque les sources de lumière changent aussi. Ça, c'est une source de lumière. Donc, forcément, si elle est comme ça, je vais avoir une ombre qui va partir un peu vers la droite. Vous avez aussi la taille du sol. Oh, pardon, ce n'est pas le bon réglage que je prends. Il est là. Voilà. Vous voyez, là, je peux agrandir ou réduire. Hop. La taille, en fait, c'est surtout la position du sol.
Alors, c'est la taille et la position, puisqu'en fait, vous avez le ground scale qui va réduire en fait sa taille, et vous avez, je vais remonter un peu, les flèches ici qui vont le positionner par rapport à votre objet. Vous voyez, mon objet, il est un tout petit ici. Là, j'ai mis le sol quasiment au-dessus de mon objet. Sauf que ça a des tendances à déformer votre image, puisqu'en fait, votre environnement, elle s'est appliquée sur un cylindre, on va dire, autour. Puis après, il y a une transition jusqu'à votre sol. Donc, suivant la hauteur où vous réglez votre sol, votre image sera déformée dans ces zones-là. Donc voilà, dans position, on règle donc l'orientation et la taille et la position de votre sol. Ensuite, dans le sol, vous pouvez très bien, alors là, vous ne le verrez pas parce que mon objet n'est pas au niveau du sol, mais vous pourriez activer la réflexion, ce qui ferait une réflexion dans le sol de votre objet. Toujours très intéressant. Et cette réflexion, vous pourrez la casser en rajoutant du grain toujours sur le sol. Donc là, comme j'ai mis une table, si je voulais faire la même chose que réflexion en roughness, il faudrait que je rentre dans ce matériel, dans le bois, et que je règle, pareil, la réflexion et le roughness pour avoir plus ou moins de réflexion. Une fois qu'on a réglé tous ces éléments, qui sont vraiment votre base, vous allez venir régler la focale de votre caméra. Alors, je préconise entre 35 et 90 sous Fusion. C'est légèrement différent que sous d'autres logiciels. Sous d'autres logiciels, on sera plutôt entre 25 et 75, 25 pour les plans larges et 75 pour les plans rapprochés. Ici, dans Fusion, c'est plutôt donc 35 pour les plans larges et 90 pour les plans rapprochés. N'allez pas trop au-dessus, autrement vous aplatissez vos perspectives, vous voulez insister un peu trop. Ensuite, vous pouvez faire varier un peu la luminosité globale de votre scène. C'est surtout réduire un peu ou augmenter l'exposition suivant si vous avez des impacts lumineux brûlés. Par exemple, si ici vous avez un blanc trop intense sur les parties blanches, et ben vous allez régler l'exposition pour légèrement baisser la lumière globale. Donc, les exposures, c'est pour éviter les parties de votre image brûlées. Parce que vous pourriez avoir une très belle lumière sur tout le tour, mais un objet blanc où la luminosité est trop forte. Donc, une fois que vous avez réglé la focal length, votre exposition, alors l'exposition, un dernier point, c'est qu'on a tendance à prendre en termes de valeur entre 15 et 10 sur des rendus de lumière du jour et entre 6 et 2 sur des rendus de nuit. Ça vous donne surtout un ordre d'idée de quelle valeur vous allez par rapport à votre rendu. Mais après, on n'est pas contraint à ces valeurs, il faut surtout jouer pour avoir la bonne luminosité que l'on souhaite. Et lorsqu'on a fait ça, il nous reste une dernière chose qui est le depth of field, qu'on appelle la profondeur de champ, qui est en fait le fait de flouter les objets qui sont derrière notre objet principal ou devant. C'est exactement l'effet de nos yeux lorsqu'on regarde un objet. Plus loin derrière, c'est flou, devant, c'est flou, l'objet est net. Et bien pour faire ça, en fait, on coche depth of field, on clique sur Center of Focus et on vient cliquer sur un élément de notre objet. Par exemple, vous voyez actuellement, il est réglé sur la fiche arrière, ce qui veut dire que c'est lui la zone neutre et derrière, ce sera flou et devant, ce sera flou.
Donc ici, ce ne serait pas l'idéal parce qu'en fait, et mon câble et les deux bras devant seraient un peu flous. Donc je vais, avec le Center Focus, cliquer sur le pied de devant pour rendre cette zone-là neutre. Donc à peu près tout ce qu'il y a sur le même plan. Alors, bien sûr, le bras derrière ne va pas être tout de suite flou. Il y a une zone quand même où c'est un peu net et un peu flou. Attention de régler aussi l'intensité, puisque par défaut, il risque de vous mettre un blur de 1, ce qui est beaucoup trop puissant dans la plupart des cas. Par exemple, ici, si je vais au-delà de 0,2, 0,25, ça va être très flou derrière. Ça va commencer à être bien flou. Lorsqu'on a réglé tout ça, close. Si on a besoin, on peut rajouter aussi un décalcomanie, on pourrait dire, parce que c'est la traduction la plus proche. Ici, vous avez le bouton décal qui va vous permettre d'aller chercher dans votre ordinateur ou dans un autre projet. Donc, dans un autre projet ici, dans votre ordinateur, Insert from my computer, vous pourrez mettre n'importe quelle image. Alors, je vais vous montrer avec, comme je le dis, n'importe quelle image. Je vais prendre une image dessin. Et à ce moment-là, je peux cliquer sur une surface. Cette image passe par-dessus la texture. Elle est lisse par rapport à une texture qui, elle, ne le sera pas. Et au besoin, je peux changer son opacité pour la mélanger justement avec la texture de derrière. Je peux aussi l'agrandir, la tourner ou la déplacer. Alors vous voyez qu'ici, elle se propage, alors que je l'avais mis sur cette face, sur les autres faces. Ça peut être restreint en décochant Chain Face. À ce moment-là, elle ne sera localisée que sur la partie ici que vous avez sélectionnée. Alors, à quoi sert ce décal? Par exemple, il est très pratique pour mettre un logo. Donc, par exemple, ici, le logo de F3DF que je peux agrandir, tourner et positionner. Lorsqu'on a mis en place tous ces éléments, on peut venir dans la dernière partie qui est le render. Et ici, vous avez deux possibilités de rendre qui sont cloud ou local. Le cloud utilisera les ordinateurs d'Autodesk, alors que le local utilisera votre ordinateur. La différence, elle se trouve ici, c'est que les clouds, les ordinateurs d'Autodesk, ça coûte des crédits. Alors là, il me coûte un crédit pour cette image en taille 1920 par 733. Mais si je passe par exemple, alors, soit en prenant des presets qui sont ici, soit en rentrant dans l'image size, je peux choisir un autre format. Je vais prendre du 1080p, c'est-à-dire 1920 par 1080. Et tout de suite, vous voyez que le crédit s'est mis à jour. C'est une taille plus grande, donc le rendu me coûtera plus cher. Alors, au niveau de ces réglages, vous avez bien sûr la taille, c'est-à-dire la qualité de votre rendu. L'image ratio, on va rarement le triturer, c'est surtout pour changer justement le ratio de votre rendu. Si vous prenez un 1920 par 1080, vous êtes en 16/9. Si vous mettez en 1/1, vous serez à du 1920 par 1920 par exemple. Et on peut choisir l'exposure control si on en a mis des différents, mais ici c'est souvent en natif pour le moment. Dernière information, c'est que lorsque vous êtes en cloud, vous avez deux qualités, standard ou final. Mais lorsque vous cliquez en local renderer, vous avez deux autres réglages qui apparaissent, qui est le file format
et l'Advanced Setting. Alors, le file format, parce qu'en fait, vous allez tout de suite enregistrer sur votre ordinateur. Donc, il va vous demander maintenant le format de sortie et pas plus tard. On a le JPEG, qui est une haute qualité, mais complètement compressé. Le PNG et le TIFF, qui sont moins compressés et qui donnent la possibilité d'utiliser les transparent background. C'est-à-dire qu'ici, je ne serai pas obligé d'avoir mon environnement. Si je coche transparent background, je vais juste avoir mes objets, mode de rendu, avec cette ambiance. Mais ici, j'aurai ce qu'on appelle la couche alpha, que je vais pouvoir utiliser pour enlever le fond et pour le remplacer par un autre. Ou par exemple, pour mettre cet objet dans un catalogue. L'autre réglage en local render, c'est que le final n'est pas à 100% du rendu, il est à 75%. Si je clique sur Advanced Setting, on voit que je suis au final à 75%, mais je peux passer en excellent, c'est-à-dire 100% du rendu. Dans les cas du cloud, lorsque vous allez faire render, il va envoyer ce rendu sur les ordinateurs d'Autodesk, il va le rendre et puis vous le renvoyez. Vous allez l'avoir sous ce format-là, par exemple. Et il y a un dernier avantage à rendre sur le cloud quand même, c'est que vous avez accès à ces réglages, qui sont le turntable, qui me donne la possibilité, après un rendu, de re-rendre une vidéo 360 en fait de notre objet par 6 frames ou 36 frames. Donc 6 frames, ce sera assez saccadé, c'est 6 positions autour de notre objet, pendant que 36 frames, c'est donc 36 images, ce sera très fluide. Par contre, le prix est conséquent. Et là, apparemment, ça atteint une limite que je ne peux pas dépasser. Donc, attention toujours au crédit. Il y a une deuxième possibilité en rendu cloud, c'est le post-processing que l'on fait souvent sous, par exemple, des logiciels comme Photoshop, mais qu'ici, vous allez directement, en pouvant régler l'exposition, si elle ne vous convient pas, et de façon un peu plus précise que précédemment. Vous pouvez changer aussi la saturation des couleurs, la correction des couleurs. Oula. Je suis allé trop loin dans la saturation. On va revenir quand même un peu. Voilà. Donc là, je corrige en fait la chaleur de mon image en utilisant ce qu'on appelle les Kelvin. Donc plus vous êtes bas, plus vous aurez une image froide. Plus vous êtes haut, plus vous aurez une image chaude. Donc chaude, c'est rouge. Froid, c'est bleu. Alors, si je peux me permettre, Xavier, je crois que c'est l'inverse. 6500 Kelvin, c'est une lumière bleue, et 3200, c'est une lumière plutôt jaune. Ça dépend en fait les logiciels. Et sur D'accord. Fusion, c'est plutôt Ils ont l'inverse. inversé. D'accord. Pardonne-moi de cette intervention. Non, mais ça, je t'avouerai que tu risques de le retrouver dans d'autres logiciels où c'est inversé bizarrement. Je ne saurais pas dire pourquoi ils s'amusent à inverser l'échelle des Kelvin alors que c'est une échelle normalement stricte, puisqu'elle permet par exemple de donner les chaleurs des planètes quand ils les observent à l'aide des gros télescopes. Et un dernier réglage, et ce sera fini après pour tout ça, qui s'appelle le Bloom, qui est un rendu que l'on connaît souvent sous V-Ray, qui permet de rajouter comme des auréoles en fait. Voilà, là je vais couper le Bloom. Vous voyez la lumière ici, elle est très précise au niveau de la fenêtre. Si j'augmente le Bloom, il va rajouter comme une humidité, un brouillard dans la scène. Et ça va créer une sorte d'amélioration de la lumière, de féerie de la lumière, on va dire. Alors, n'allez pas trop haut. Hein. Ici, par exemple, sur mon rendu à 0,3, 0,4, ça suffit largement.
Mais ça, c'est un rendu, par exemple, dans V-Ray. Si vous ne le mettez pas, les gens vous disent bah, ce n'est pas un rendu V-Ray. En fait, c'est juste qu'on n'a pas activé le bloom qui fait toute la différence en rendant, voilà, en faisant des effets de lumière, justement, sur les zones lumineuses ou les réflexions. Lorsque vous avez utilisé le processing et que vous faites apply, il va vous créer un deuxième rendu par rapport au premier. Il ne vous détruit pas celui que vous avez fait, il en rajoute un. Et ainsi, vous pouvez observer après coup tous vos rendus et voir lequel vous préférez. Voilà, voilà pour le tour du rendu. Ah, si, une dernière chose, lorsque vous avez fait un rendu en cloud, vous pouvez le télécharger à partir ici de la flèche téléchargement avec les différents formats que l'on connaît, plus le format EXR qui est un format non compressé de très haute qualité. Et vous pouvez activer ou non l'alpha, c'est-à-dire le background transparent. Voilà, voilà, pour ouais, Ferry des Lumières. Ouais. Il n'est pas beau ce mot? Merci beaucoup Xavier pour ce cas pratique. Du coup, je vous invite à préparer vos questions. Certaines ont déjà été remontées dans le chat. On va peut-être les traiter rapidement. Donc, première question concernant le rendu 3D. Donc là, tu nous as montré toutes les fonctions qui étaient à l'intérieur de Fusion 360. Est-ce qu'on peut aussi utiliser des plugins additionnels? Alors, il y a des petits plugins, mais rarement pour du rendu lui-même, mais plutôt pour certaines sorties. Mais c'est très rare. Si par exemple, vous avez besoin de sortir ce qu'on appelle les wire colors, c'est-à-dire les couleurs des objets par rapport à leurs composants. C'est-à-dire que vos composants ont chacun une couleur attribuée. On peut très bien retrouver ces couleurs en fait dans le rendu. Mais il n'y a pas de plugin type V-Ray, type Brasil encore, car tout est calculé en cloud chez Autodesk et c'est du coup leur logiciel qui s'appelle le ART, Architectural Realistic Texture. Merci Xavier pour cette précision. Benjamin, est-ce que tu as noté des questions complémentaires qui sont montées dans le chat? Alors, non, mais je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de rajouter une image HDR? Ah oui, oui, c'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire que- C'est-à-dire que quand je suis rentré ici dans l'environnement, Ouais, tu as en bas Attache Custom Environnement. d'accord. Donc, je peux en créer une moi-même avec un appareil Tout à fait. 60. Super. Tout à fait. Tu crées. Alors, certains appareils photo vous proposent directement de l'HDRI. D'autres, le plus courant, c'est de l'EXR, qui est un format proche de l'HDRI parce qu'il conserve autant, voire plus d'informations. Et après, il y a plein de logiciels qui permettent de transformer l'EXR en HDRI. Bien que même, je me demande s'ils n'ont pas rajouté, non, ils ne l'ont pas encore rajouté. Dans pas mal de logiciels, ils ont rajouté l'EXR en plus de l'HDRI. Très bien. On a une autre question aussi. Est-ce que donc on peut avoir un fond, là tu as utilisé un fond à HDRI fixe, est-ce qu'on peut Oui. avoir un fond en mouvement avec le cas d'une pluie ou d'une vidéo courte qui pourrait être mis en fond? Non, 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 là, vous ne pourrez pas. Ils n'acceptent que les images pour le moment. Par contre, comme je le disais, lorsque vous avez fait votre rendu, si vous activez dans le format la transparence background, donc vous voyez qu'il me propose PNG ou TIFF, et que je sorte cette image, je pourrais très bien la mettre dans un logiciel type After ou Premiere et mettre une vidéo derrière, deux mouvements, une vidéo, quoi, et avoir mon image devant. Je n'aurais pas besoin de tout resélectionner et enlever le fond, puisqu'en fait, il y a la couche d'alpha qui le fera à notre place.
Alors, du coup, un peu dans le côté animation, une question qui est posée par rapport à l'export. Est-ce qu'on peut exporter un format vidéo animé? Non plus. Non, non. Pour le moment, on est vraiment que sur de l'image fixe. La seule vidéo que l'on peut sortir ici, c'est ce que je vous montrais lorsqu'on a fait des rendus cloud, c'est le turntable. C'est la seule vidéo qu'on peut sortir. Si on veut faire de l'animation, c'est directement dans l'animation, mais on n'a pas le rendu qui va avec. Hmm. On a Donc un là, rendu on peut plus faire travaillé. on peut faire d'une animation, du motion, mais on n'aura pas la qualité calculée. Voilà, on n'aura pas l'environnement, on n'aura pas les lumières calculées, on aura nos textures, mais, mais pas de cette qualité. Donc là, typiquement, si je fais un éclatement dans Fusion, je vais quand même pouvoir envoyer le fichier sur 3ds Max pour faire par contre un rendu plus réaliste. Ah, tout à fait, tout à fait. Il suffit de le sortir en tellement de formats, par exemple, pour 3ds, il accepte autant les steps, le STL, le FBX. Donc, on pourra très bien envoyer tout ça sur 3ds, animer les objets et faire un rendu. Ça permet une Alors, première approche déjà globale, à ouais, la fois sur du rendu, on va dire fixe ou animation 360, et de l'animation d'objets sans le rendu. sans le rendu. Alors, je vois deux questions. GIF impossible pour les vidéos. Oui, en fait, c'est tout des sorties AVI dans l'animation. En fait, c'est un format non compressé au plus haut point, ce qui vous permet de le retravailler dans des logiciels de montage. Mais il n'y a pas de format GIF. Alors, on a une question aussi d'Alexandre. Peut-on faire un aperçu 3D de la pièce style téléphone portable? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question. Je ne sais pas si Xavier, ça t'évoque quelque chose. Ouais, c'est en fait faire je pense que vous avez répondu à la question. C'était de tourner un petit peu autour de l'objet Alors, avec le une caméra. turntable. Voilà. Ouais, le turntable marche bien pour ça. Alors, tu peux pas lui donner le mouvement que tu veux de rotation, mais il va vraiment tourner autour de la pièce quand même. Et ça, c'est dans le rendu ou c'est dans l'animation? Non, c'est dans le rendu. Une fois que Alors, tu peux le faire en animation, hein, Ouais. étape par étape, mais tu l'as aussi dans le rendu. Une fois que tu as fait ton rendu en cloud, tu ouvres ta fenêtre ici et tu as le Render as Turntable. D'accord. Et c'est là où, en fait, ou 6 images ou 36 images. On peut le faire que via le cloud? On peut pas le faire en local? Non, aux dernières nouvelles, il ne voulait pas. J'en avais pas fait, j'en avais rendu un sans. Et bien sûr, j'en ai pas de local ici, il fallait s'en douter. Mais non, il le faisait pas aux dernières nouvelles en local. Non, j'ai pas. Il faudrait que je regarde, mais la dernière fois que j'ai vérifié, c'était pas très, il y a pas très longtemps, il le faisait pas en local. Merci. Je voyais, est-ce que tu conseilles Fusion pour faire des rendus ou tu préfères d'autres logiciels? Vaste question, parce qu'en fait, il a déjà quand même un mode de rendu très poussé. Si vous prenez le temps de faire vos matériaux, de bien prendre le bon environnement, de régler vos lumières, vous allez arriver avec des rendus poussés. Mais on peut toujours faire mieux sur d'autres logiciels type 3ds, Maya, avec des logiciels avec des plugins comme V-Ray ou Arnold. Ils vont plus loin en termes de contrôle, en termes de matériaux, en termes de lumière. Ils vont toujours plus loin que le art. Mais le art est quand même quelque chose de simple à utiliser. En fait, c'est ça. Si vous voulez vraiment aller encore plus loin, vous avez les plugins sur Maya, sur 3ds, sur Blender, de V-Ray, Arnold, Brazil. Mais si c'est
du rendu rapide quand même que vous avez besoin, qui n'est pas l'essentiel de votre travail, Fusion va largement. Donc, ça dépend tout du type de travail que vous avez à faire et de ce que vous voulez, Alors du coup, du temps. dernière question qu'on va pouvoir traiter aujourd'hui, la question de Willy. Quel est l'intérêt de passer par le cloud dans la mesure où on peut le faire en local? Alors, en local, le problème, c'est que ça utilise malgré tout de la puissance de ton ordinateur. Donc, le temps de rendu variera suivant ton type d'ordinateur, justement. Chez Autodesk, c'est carrément des fermes de rendu qu'ils utilisent. Du coup, le cloud va beaucoup plus vite. En termes généraux, à part les jours de grosse affluence, par exemple samedi, j'ai eu ça a mis un peu de temps à faire les rendus, mais ce n'était pas le rendu lui-même qui a pris du temps, c'est l'envoi. Parce qu'en ce moment, il doit y avoir beaucoup de monde qui utilise le cloud en même temps. Ou alors le réseau était un peu lent ce jour-là. C'était le seul défaut. Mais en termes généraux, il prend 1 minute pour envoyer le fichier, 3 minutes, 4 minutes pour rendre le fichier. Là où mon ordinateur pourrait prendre 20, 30 minutes à le faire. Parce qu'en fait, chez eux, c'est vraiment plusieurs ordinateurs qui travaillent en même temps sur ton image. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Parfait, merci Xavier pour cette précision. Alors, il y a eu une des questions par rapport à ceux qui suivent ton module de conception de la Google Home Mini. Oui. Là, c'était directement, c'est plus qu'un clin d'œil, hein. On est vraiment dans le coup de pouce pour ce module. Comment et sur quel format de fichier on peut le proposer, puisque ce qu'on vous propose lorsque vous avez réalisé votre rendu, c'est de le mettre sur le forum de la communauté d'utilisateurs. Et là, vous pouvez soit proposer un format image fixe, un format JPEG. Voilà, ça peut être une formule. Vous pouvez aussi proposer plusieurs visions, plusieurs fichiers de la pièce que vous avez créée en format JPEG. Peut-être, Xavier, tu veux compléter s'il y a d'autres formats qui peuvent être proposés sur le forum? Non, globalement, il vaut mieux partir sur du JPEG, du PNG, c'est quand même les plus courants. Après, je vous dirais, si vous voulez juste le sortir et le mettre sur le forum, le JPEG va très bien. Toujours en relation avec ce que je disais tout à l'heure. Après, pour ceux qui veulent essayer de faire du post-traitement sous Photoshop, mettre un autre fond, prenez un format PNG, amusez-vous un peu avec Photoshop et partagez-nous par la suite. Un JPEG, c'est très bien, c'est léger, ça nous ira bien. Alors, pour répondre sur les types de fichiers qu'on peut uploader, je sais qu'on a fait des mises à jour sur le forum et qu'il y a des possibilités de mettre maintenant d'autres formats de fichiers. Je vous invite à aller voir directement uploader. Et vous avez de toute façon un message qui vous est proposé sur cet aspect dans le forum. N'hésitez pas à contacter le support aussi s'il y a des questions par rapport à ça ou des difficultés pour uploader sur le forum. Je vous propose de mettre fin à ce live. Il a un petit peu débordé, mais c'était avec grand plaisir. Merci Xavier pour cette démonstration. On a bien vu que le rendu 3D, c'était une discipline à part entière. Alors, on a eu des petits retours de Jérôme qui nous a fait aussi des petites points d'humour qui étaient très sympas et qu'on apprécie. Donc, merci Jérôme aussi pour la littérature humoristique. Et merci à vous tous d'avoir été là et posé vos questions. Avant de partir, je vous invite à nous faire un retour sur ce live. Et bien sûr, on se retrouve pour les autres jours de la semaine. Les lives seront consacrés aussi à l'architecture. Donc demain, on parlera de Revit. Et mercredi, on se retrouve pour parler toujours de Fusion. Et on sera en compagnie de Thomas qui nous proposera de faire un workshop sur de la rétroconception. Donc à partir d'un fichier scanné, comment on va pouvoir retravailler tout ça dans Fusion. C'est aussi une question qui a été posée par la communauté. Et Thomas a pris le sujet à bras-le-corps également. Donc, on se retrouve jusqu'à jeudi, puisque vendredi, ça sera férié. À bientôt. Merci Xavier encore. De rien. Et puis à bientôt à tous. Merci.
Allez, on va terminer par la phrase de Jérôme. Pour les sorties, si tu veux pécho, tu soignes ton rendu. Oui, c'est effectivement une bonne métaphore, une bonne comparaison. Ça dépend avec qui tu sors après. Allez, on coupe. J'étais avec support F3. Je ne sais pas si Alain est là. Alexandre, je vous passe le bonjour au passage. Bonjour Benjamin. Bonjour. On est assidus. Ouais, mais je vois ça, je vois ça. Ouais. On n'aura pas une seule. Hein. Normalement, ceux de la semaine dernière devraient être, si vous en avez loupé, tout devrait être en ligne très prochainement. Celle-ci sera disponible quand en ligne? Je pense qu'aujourd'hui ou demain. Ah, celui-là, celui d'aujourd'hui? Ouais, ouais. La semaine prochaine. Alors, je crois qu'on a un petit peu rattrapé le retard parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de vidéos en attente. On va essayer de faire un peu plus vite sur cette semaine. Voilà, on s'améliore de jour en jour et on va essayer de le mettre en ligne au plus vite. Ouais, parce que j'avais juste un petit peu sur le début, j'avais raté une ou deux explications sur la mise en texture justement de la Google Home, et puis il y avait un ou deux petits détails qui justement m'intéressaient et que j'aurais bien aimé pouvoir travailler tout de suite, quoi. Allez, ça nous met. Allez, on va se dépêcher alors. Bon, d'ailleurs, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. À bientôt. Florian, tiens, pendant que j'étais mercredi, tu le connais un peu, son programme? Alors oui, on va faire un passage. En fait, on va faire un passage d'un fichier scanné vers et on fera un petit détour par Mesh Mixer avant de retourner dans Fusion. D'accord. Et il va faire quoi? Il va partir en paramétrique avec du Sculpt, tu sais? Et ben, c'est la surprise. Il va proposer une méthodologie, mais après il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Oh, façons oui, de oui. faire. Mais voilà, il va nous proposer Non, mais justement, une façon de faire qu'il utilise régulièrement en cas d'application et puis en formation. d'accord. Non, c'était pour ça. Donc, je t'invite, Xavier, à t'inscrire sur ce live pour pouvoir aussi échanger avec Thomas sur les différentes approches. Et malheureusement, je suis bloqué mercredi après-midi. Je ne pourrais pas être là. C'est pour ça un peu que je demandais le programme. En replay? Oui, bah, mais je le ferai en replay, hein, ça c'est sûr. Allez, J'aurais bien voulu être là, mais j'ai un rendez-vous à 14h30. Eh bien, allez, je vais vous laisser. À bientôt. Alors, pour des conseils concernant le module Google Home, Yannick Rouxel, j'imagine, j'ai demandé à Loïc Navarro, ton conseiller, de t'appeler pour justement voir dans quel ordre tu peux appréhender les différents modules. Maintenant, si tu as des questions plus sur le contenu, n'hésite pas à le faire remonter. Alors, si c'est un problème de déroulement de modules, bah, c'est Loïc qui va t'accompagner. Si c'est plutôt un problème de contenu. Bonjour. Ouais, bah c'est super. Bah, s'il me contacte, ça ira, je pense. Parce que je suis un peu perdu, en fait. J'avoue que je me retrouve à. On doit se lancer directement dans la conception par nous-mêmes de notre côté, puis après vous renvoyer le résultat, si j'ai bien tout compris, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que si tu as connu le précédent module, on a un petit peu. J'avais commencé. Oui, d'accord. Ouais. C'est vrai que la sortie c'est un petit peu accéléré avec le confinement. Pour que vous puissiez bénéficier de ces modules. Pour simplement t'expliquer, c'est vrai qu'il y a eu un glissement pédagogique. Les formateurs ont travaillé une approche un peu différente pour vous donner des bases de connaissances et aussi vous laisser une part d'autonomie pour que le e-learning soit aussi un peu challengeant. Et c'est pour ça qu'il y a une partie où on est un peu seul avec un cahier des charges. Et après cette proposition, si tu rencontres des difficultés, il y a toujours la vidéo de correction qui est proposée par les formateurs. Donc, c'est accessible une fois que c'est fait, cette vidéo de correction, c'est ça?
Alors, en fait, une fois que toi, tu as rendu ton travail, D'accord. c'est une proposition. Si jamais tu es bloqué, tu n'arrives pas du tout à avancer, tu peux très bien passer à la suite et effectivement avoir l'exercice qui est corrigé. Ok. Alors, je rappelle juste une chose, c'est que tu as d'abord vraiment une partie pas à pas comme un peu à l'ancienne méthode, on va dire, où on fait la Google Home ensemble. Après, tu es lâché sur la création de ton support. Effectivement, donc tu as la vidéo qui arrive après avoir fait ta proposition, avancée ou pas. Et n'oublie pas que maintenant, on a un forum. Si tu as une question, que l'on soit là ou pas, euh, ce forum est fait pour que tout le monde puisse t'aider. Si nous, on n'a pas eu le temps encore de se mettre sur le forum et qu'on n'a pas vu ta question, éventuellement, quelqu'un d'autre peut t'aider. D'accord. Ouais, j'avais eu du mal à m'inscrire au forum, mais ça y est, c'est fait. Bon, ça va alors. Et, mais je crois que je trouve pas où on commence ensemble pas à pas la Google Home, en fait. Moi, j'arrive dans Workshop Conception tournée, mais il faut peut-être que j'attende que Loïc m'appelle plutôt que vous prendre Alors, en votre fait, temps. oui, c'est tout à Hein? fait. Oui, En là. fait, je pense que tu n'es pas sur le bon module Ouais. parce qu'il existe un module qu'on n'a pas encore supprimé parce que certains l'utilisaient, qui s'appelle effectivement Workshop Ouais. Google Home, qui avait été, c'était un concours qui avait été proposé et c'est Oui. là-dessus que Xavier a construit son nouveau module. Donc voilà, D'accord. c'est peut-être pour ça que tu ne retrouves pas. Ah ouais. Donc, il Ah faut ouais, ok. que Loïc te fasse une démo, il va se connecter avec toi sur la plateforme. Et c'est vrai qu'en fait, on est un peu en transition dans la mesure où ces modules existent et sont utilisés par certains. On ne peut pas les supprimer. Voilà, on vous Ouais, invite ouais. Attends. D'accord. voilà, comme tu l'as fait, à demander un rendez-vous. Tu peux demander un rendez-vous pédagogique, effectivement, pour refaire un point. Et c'est ce que Loïc va faire avec toi. Super, bah, je vais faire ça. Je vous remercie beaucoup. Avec De plaisir. rien. Bonne fin de journée. À bientôt. Bonne fin Au de revoir. journée. Eh bien, on va mettre fin au live. Ouais. Xavier, je te souhaite une bonne fin de journée. Et à tous ceux qui nous écoutent encore, une très belle fin de journée à tous.